observateurs, bonjour, bonsoir. Abonnez-vous à POA, c'est important. On est allé voir les analyses. Il y a 60% des gens qui regardent POA qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'une 911, mais pas n'importe quelle 911. Et on est avec Adrien. Comment tu vas, Adrien? Ça va, Julien? Super, et toi? Écoute, ça va très bien. Alors, j'avais essayé il y a très longtemps ta petite moto. J'avais essayé tes vélos. Ouais. Tu étais venu il y a 3 ans avec ta NSX que tu connaissais sur le bout des doigts. Là, aujourd'hui, tu viens avec une 911, mais pas n'importe laquelle. Ouais, c'est une GT3 997, phase 2, 3,8 litres. Rien que ça. Alors, tout de suite, moi, je le dis, j'ai pas une connaissance énorme sur les 911. J'en ai essayé quelques-unes. Là, le but, c'est vraiment que tu nous dises tout en détail, sachant qu'il va avoir des ayatollahs de la 911. Donc, attention à toi. Là, toujours. On va commencer comme d'habitude par ton petit détail. C'est quoi ton petit détail sur sa 911? Alors, mon petit détail, c'était quelque chose dont je rêvais quand j'étais petit et je regardais des magazines de sport auto. C'était à l'intérieur, et dès que je voyais ça sur une photo ou autre, c'est la poignée de porte sur les RS uniquement, qui est le petit cordon en nylon qu'on tire pour pouvoir ouvrir la poignée de porte. Voilà, ça c'était un petit rêve que j'avais quand j'étais petit. Directement, enfin, de toute façon on la voit, j'allais dire, là on est là pour faire du sport, mais effectivement rien que la poignée déjà… C'est pour dire voilà, on allège au maximum quoi. Est-ce que tu en as un deuxième? Parce que, deuxième, moi ce que j'adore aussi c'est les baquets, c'est des baquets Carrera GT. Donc, qui étaient uniquement sur les GT3 européennes et qui sont exactement les mêmes baquets que sur une Carrera GT à l'époque, sauf que sur les Carrera GT ils sont en cuir et sur les GT3 européennes ils étaient en Nomex, donc en matière anti-feu. Rien que ça. Non mais de toute façon on a du temps, on va avoir une grosse demi-heure ensemble. C'est une matière anti-feu, c'est comme les combinaisons de pilotes. Le Nomex, mais oh non, oh non. Bon tu vois. J'ai un blouson en Thermex. On a parlé de 900, de 997, là il y a du 3 litres 8 RS, il y a GT3, GT1, le par rapport… Fais-nous, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne sont pas spécialistes, c'est drôle d'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps j'étais un bistrot, il y avait quelqu'un derrière ils aimaient les bagnoles, il parlait 911, et un de ses potes lui connaissait tout sur le bout des doigts, et l'autre il se perdait dans les 996, 997. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, juste que les gens comprennent quelle est cette voiture, où elle en est dans la gamme et aussi un petit peu son époque? Alors, donc l'époque, on va commencer par le début de la GT3, je pense, c'est pas mal. Donc ils ont sorti la GT3 en 1999. Sur une base de 996, donc la première 911 refroidie par eau. Et à l'époque, Porsche voulait faire une voiture un petit peu plus sportive par rapport au Carrera 2 ou Carrera 4. Donc ils se sont dit on va essayer de pousser le bouchon un peu plus loin et faire quelque chose pour les puristes qui veulent faire du circuit. À l'image un petit peu de ce qu'ils faisaient avant avec des 964 RS ou 993 RS. Donc Porsche a pris un ancien moteur qui s'appelle le Mezger. Donc on développera peut-être un peu plus tard sur ce moteur-là, mais parce que c'est une grosse histoire. Ils l'ont mis dans une caisse de Carrera 2 et ils ont créé la première GT3 en 1999. Ok. Donc voilà, c'est une première itinération. Pas considérée par la presse à l'époque comme une voiture unanimement exceptionnelle. C'était un peu les balbutiements à la première GT3. D'accord. Et à ce moment-là, il y a une personne très importante chez Porsche qui est arrivée, qui s'appelle Andreas Preuninger, qui est le chef du département GT actuellement, donc qui gère toutes les GT, GT2, GT4 ou autres, qui arrivait chez Porsche et qui dit est-ce que je peux m'aider à modifier un petit peu la GT3, j'ai des petites idées dessus, la presse l'a pas forcément bien accueilli. Donc il a commencé à travailler sur la 996 phase 2. Et ils ont revu le moteur, ils ont revu le châssis, ils ont revu le train avant, ils ont créé la 996 phase 2 qui passait de 360 à 380 chevaux. Mais en réalité, la première faisait plutôt 340 et celle-là, elle faisait plutôt 400. Okay. Et là, la presse a vraiment adoré la voiture, c'est devenu un peu un culte direct, devenu un peu la voiture voilà, qu'on prenait pour aller faire du circuit quand on voulait pas forcément une Caterham ou une Lotus. Ouais. Et cette lignée après a continué, ils ont recréé donc du coup une première RS, donc 996 RS en 2004, une voiture très rare, à peu près 650 exemplaires, qui était produite pour des raisons d'homologation. Ils ont modifié un petit peu le train avant, donc ils avaient besoin de nouvelles pièces en homologation pour les catégories GT3. Et l'histoire a continué. Après, on a eu la seconde génération de 911 avec refroidissement par eau, donc la 997. Parce que pour que les gens comprennent, 911 c'est toujours le même nom. 900 c'est comme ça serait une Mégane, exactement. Enfin voilà, c'est le nom de la voiture. Et après, d'une certaine manière, c'est même plus que des phases, c'est les générations. Exactement. À chaque fois le 900. Alors après, on a le code de génération, donc 996 par exemple. Après, on a phase 1, phase 2 en 996. Voilà, ça fait beaucoup de choses pour les gens ça fait beaucoup de choses, ouais, c'est sûr. Et après, donc pareil, 997, donc la deuxième génération qui est apparue, je crois, en 2003. Et donc voilà, qui a ses phares ronds, qui a plus les phares. Et après, tu as les gammes aussi pour que les gens connaissent pas. Et après, il y a les gammes. S, t'as les Carrera, t'as les GT. Carrera 2, 2 roues motrices, Carrera 4, 4 roues motrices, S avec le plus gros moteur, 4S, 4 roues motrices, S, GTS, il y a plein de… Ils sont forts les Allemands. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, et donc ils ont toujours voulu placer donc, la GT3 c'était le modèle pistard, donc c'est pour les gens qui veulent faire de la piste, qui veulent du sport, on va dire. Okay. Et après, il y avait le modèle turbo aussi qui était plus voilà, pour autobahn ou autre, on va dire. J'ai posé des questions basiques. Donc là, on est sur une 911 997. Exactement. Par rapport à une normale,
peut-être une Carrera ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle a de plus là sur cette version, on va dire un peu ultra sport Alors les trains sont complètement différents. Donc c'est des trains qui sont rotulés, donc il n'y a pas forcément de caoutchouc pour tenir les bras. La voiture est rabaissée, elle a un moteur qui est complètement différent, donc une génération de moteur qui est vraiment à part entière. Donc pour creuser un petit peu ce moteur, on appelle ça un moteur Mezger. Hans Mezger, c'est un ingénieur de chez Porsche qui est arrivé au début des années 60 et qui a commencé à travailler sur le projet 901. Et à l'époque, pour créer la 901, donc juste avant la 911, avant que Peugeot demande le changement de nom, le moteur était un flat 6. Tu peux l'ouvrir, alors on ne verra pas grand-chose, je pense. Mais on ne va pas voir grand-chose. Mais le moteur a été culbuté par le centre. Et Hans Mezger a voulu, lui, développer des culasses avec des arbres à cam. Donc ça, c'est cette première base de moteur de 911 qu'ils ont sorti donc en 63, avec le flat 6 et les culasses sur les côtés. Ce moteur a évolué. Hans Mezger est passé au département motorsport et il a développé donc, ce moteur-là sur toute sa génération et à peu près toute sa vie. Ce qu'il faut savoir aussi sur le 911, c'était vraiment le truc historique, c'était le refroidissement à air. C'est vraiment le truc de puriste et tout. Exactement. Et qui a changé au fur et à mesure. Exactement. Et donc le premier moteur qu'ils ont fait de cette génération au refroidissement par eau était pour la Porsche 959, biturbo, refroidi par eau, et qui est une base en fait le moteur était un moteur de course qui était dans les 956 et 962. Bon, ça c'est pour la petite geekerie. C'est sur Wikipédia. C'est des voitures du Mans. Et donc voilà, ils ont redéveloppé le moteur de la 959, après ils l'ont mis dans la GT1, donc 993 GT1, qui est la dernière 993 sortie, donc c'est les voitures qui étaient refroidies par air. Donc là on est quoi, années 90 Là on est fin des années 90, c'est ça, en 97, 98. Et cette GT1 possédait un moteur refroidi par eau. Et donc ce moteur, c'était ce bloc-là, qui était le bloc de refroidi par air, mais qui a été transformé en refroidissement par eau, donc pour la 959 et pour la GT1. Et alors ce qui est très drôle, c'est que par exemple sur ces carters, il y a encore marqué 964. Ok, d'accord. Donc, sur tous les moteurs Mezger, à partir de 1989, donc la sortie de la 964, on a ce bloc qui est noté 964 et c'est encore le même bloc de base, donc le 3 litres. Ce qui est drôle, alors, ça veut dire que ce bloc, il a presque 30 ans d'ingénierie, quoi. Exactement. C'est incroyable parce que la voiture, si on ne sait pas, les Porsche, honnêtement, c'est ça qui est fort. On dirait presque qu'elle est récente, on dirait qu'elle a peut-être 5 ans, tu vois, alors qu'elle est de 2000. Celle-là est de 2010. 2010, tu vois. Donc elle va doucement sur ses 14-15 ans. Ouais, quand même. Mais par contre, le moteur, c'est incroyable de se dire qu'il a quasiment 30 ans d'ingénierie. Alors, il a été modifié, mais... Exactement, mais ouais, c'est assez incroyable de se dire ça. Donc, à la base, sur la 64, c'est un 3 litres 6 de 250 chevaux quand elle est sortie. Et puis après, le moteur a été modifié. Donc, les culasses, c'est des culasses à 4 soupapes. C'est des culasses avec double arbre à cam, alors qu'avant, c'était simple arbre à cam et 2 soupapes. Il y a quand même quelques petites différences, mais le bloc de base est vraiment similaire. La fonte en tant que telle, enfin, je sais pas si c'est de l'alu, de la fonte. C'est de l'alu. De l'alu, voilà. Ouais. Et c'est vraiment le bloc de base, quoi. C'est assez incroyable de dire ça. Donc là, le refroidissement, il est quand même liquide. Il est quand même liquide, ouais. Toutes les GT3 ont toujours eu des refroidissements liquides. Donc à partir de là. Il développe combien de chevaux ce 3 Alors litres sur celle-ci, la RS a un moteur particulier. Donc les 97 GT3 phase 1 font 415 chevaux, normal et RS. La seule différence entre une normale et une RS, c'est qu'une RS a un volant moteur allégé, simple masse. Je connais. J'aime bien le sujet, on me pose souvent la question. Après la 3 litres 8 du coup, qui est la génération phase 2 en 997, à 435 chevaux. Passe en 3 litres 8 du coup, et la RS est la seule de ce modèle-là à avoir une différence. Donc on a des culasses qui sont un petit peu différentes et celui-là fait 450 chevaux. Il y a plus, dans cette génération-là, il y a plus puissante, plus radicale. Exactement, il y a une version très rare qui s'appelle RS 4 litres. Ils s'arrêtent pas quoi les mecs. Non, ça c'était vraiment la fin de la production avec tout ce qui restait comme bloc, comme pièces. Ils ont fait une série spéciale de 600 exemplaires qui s'appelait RS 4 litres, qui maintenant est extrêmement recherchée et qui coûte vraiment, ça coûte une fortune. Et c'est à peu près la même automobile. Juste c'est un 4 litres mais qui est réputé pour être un petit peu moins fiable, un peu plus de problèmes. Donc, parce qu'à la base on part quand même d'un bloc de 3 litres 6 qu'ils ont mis en 3 litres 8 puis en 4 litres, donc ça commence à faire un peu... tu m'étonnes, c'est incroyable. Ça commence à prendre de la place. On va repartir devant parce que moi j'aime bien jouer à ce petit jeu vu on est que à 10 minutes, on peut prendre le temps. Il y a un kit carrosserie qui est déjà très particulier là. Alors par rapport à une Carrera 2, il y a un kit carrosserie, donc le pare-choc est beaucoup plus bas pour avoir beaucoup plus de refroidissement. On a aussi une ouverture pour laisser refroidir le radiateur ici, donc toutes les GT3 ont cette ouverture ici. C'est la différence qu'on voit physiquement directement par rapport à une Carrera 2 ou une Carrera 4. Ça l'avance un petit peu aussi. Ça l'avance un petit peu, elles sont un petit peu plus longues les GT3, donc voilà. La mienne aime bien manger les mouches. Non mais c'est ça, ta voiture tu l'utilises, si les gens râlent parce qu'elle n'est pas toute propre, au moins tu l'utilises. Moi les voitures, je pars du principe que voilà, c'est fait pour être utilisé. Je fais très attention à la mécanique, je fais moins attention à la cosmétique et ça me permet de pouvoir en profiter. Sinon, je trouve que c'est pas forcément intéressant. Pareil, quand on avait fait la NSX, maintenant elle a 185 000 km, c'est fait pour être utilisé. Et si c'était une voiture avec 30 ou 40 000 km, je pense que je l'utiliserais pas de la même manière. Donc, bien sûr, après tu la mets sous cloche et c'est différent. Je pense pas que ce soit... Là, quand on regarde au niveau des jantes et, alors, les freins, les freins, c'est incroyable. C'est des freins céramiques, donc, qui étaient à la base, qui avaient été développés sur la Carrera GT, sur les premières GT3 aussi,
Et donc voilà, c'est des disques de 380 mm, c'est assez costaud. Est-ce que tu sais le Pour prix des l'époque. plaquettes ou des freins? Ça doit Ouais, être, alors un disque chez Porsche, c'est 9 000 €. Un disque. Tu vas faire quoi? Tu vas la vendre quand tu... J'ai hésité un jour à vendre les disques et à remettre des disques en acier parce que bon, ça freine bien, mais ça freine pas forcément si bien que, C'est ce que j'ai souvent entendu sur les céramiques, c'est pas si bien que ça par rapport au prix en fait. Par rapport au prix, je trouve pas que ça soit si exceptionnel que ça. Ok. Donc voilà. Après, les GT3 en 997 phase 2 ont la spécificité d'avoir les écrous centraux. Ce que j'allais dire, t'as l'impression d'être dans une F1 là, tu mets un petit coup de... C'est exactement comme les voitures qui étaient utilisées pour les 90, les 911 qu'on dit Cup, donc qui étaient avec des écrous centraux. Ce qui est assez problématique, c'est assez chiant. Hein. Le Noroto, le Speedy du Ouais, coin, non, ils savent pas. il est Alors pas il y a stuffé. le petit détail qui est assez marrant qu'on peut voir, c'est à l'avant. Donc on est obligé d'avoir la cloche pour pouvoir retirer la roue. Donc chaque GT3 est livré, ou les 911 GTS étaient livrés avec ça. Il y a une petite trappe ici. Et dans la petite trappe, La trappe secrète là. hop, il y a l'écrou spécifique pour Ils ont pouvoir. fait ça bien pour que ça bouge pas et tout. Ouais, quoi. il y a l'écrou spécifique pour pouvoir retirer la roue. Putain. Donc il vous faut aussi une clé dynamométrique d'un mètre. C'est assez complexe. Ouais, faut pas crever. Non, faut pas crever. Il y a quoi d'autre là? Est-ce qu'il y a un autre rangement qui est symétrique? Non, de non, l'autre là côté, non c'est le kit soin et là il y a rien du tout. Ok, et là il y a un petit. Là Ouais, c'est ouais, rien, on a c'est envie un de vide savoir. avec. Il n'y a pas grand chose. Ok, donc en gros, ça c'est le seul coffre pour les gens Ça, c'est qui le seul sont coffre. pas- Exactement. Tu mets une bonne grosse valise cabine et. On peut mettre 2 valises cabine, ouais, c'est pas Ok. mal. Alors après, voilà, pareil, les RS c'était livré avec l'Arceau. Sur les GT3 normales, on pourrait prendre l'option Club Sport. Donc l'option Club Sport vous donnez l'Arceau et les baquets Carrera GT. Ok. On va aller à l'intérieur, on va prendre le temps d'aller à l'intérieur. Sur le côté, il y a des bas de caisse qui sont spécifiques aussi Oui. ou... Il y a des baquets qui sont spécifiques au GT3. Ok. Et qui sont en gros, qui sont plus bas et qui c'est la Ils sont petite un petit lame. peu plus surtout. bas et qui ont la petite lame. Ok. Et sur l'arrière, je te Alors relaisse sur fermer, l'arrière, chaque génération de GT3 a son aileron spécifique. tu peux fermer le. Donc elles ont tout un aileron, c'est un peu comme ça qu'on les différencie de manière la plus rapide. Ok. Donc les GT3 en général normales ont un aileron qui est moulé directement dans la pièce à l'arrière et les GT3 RS ont souvent un aileron qui est additionnel, Ok. que ça soit sur la phase 1 ou sur la phase 2. Là, il n'y a rien qui bouge par rapport à d'autres 911, il est statique, il est comme Oui, ça. oui, non, c'est statique, ça Et bouge t'as pas. des réglages ou c'est... Ouais, je crois qu'on peut le régler, ouais, il me semble. Ok. Et c'est vraiment du carbone? Ah, c'est du carbone. Ok, d'accord. Pareil, ça, les prix des pièces chez Porsche, faut mieux pas y réfléchir. Tu m'étonnes. Mais ce qui est fou, et c'est vrai que c'est toujours comme ça avec les 911, que tu regardes l'arrière ou l'avant, il y a très peu de différence en 15 ans. C'est assez fin, ouais. Et c'est ce qui est bien aussi, parce que pour le commun des mortels, quelqu'un qui la voit dans la rue, il se dit que elle est très contemporaine. Quoi. Oui, oui, exactement. Et alors après, bon, celle-ci est assez visible avec les couleurs ou autres, mais c'est vrai qu'on peut avoir une GT3 de couleur noire avec un aileron un peu basique et on a un peu plus de mal à la différencier d'une GTS totalement, ou d'une Carrera normale. Quoi. Bon, on va aller à l'intérieur parce qu'il se passe beaucoup de choses. Avec plaisir. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la NSX, elle est sur POA, elle a 3 ans. Je vois le petit autocollant qui est là. Alors à l'intérieur, tu le disais, donc là il y a les sièges baquets, Exactement. mais surtout, c'est là qu'on voit que le côté compétition, t'as toute la structure là, qui donc du coup Tout il y a l'arceau, ouais. plus de place arrière parce que l'arceau prend toute la place. Alors l'arceau, pareil, c'est assez intéressant. C'est quasiment les mêmes arceaux que sur les 911, 964 et 993 RS qui sont des années 90. Ok, Donc les arceaux ont quasiment le même design, quasiment la même proportion et la même taille. Donc c'est assez incroyable en fait, c'est que cette plateforme-là, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu la dernière 911 AR, mais qui est refroidie par eau, Ok. avant qu'il passe sur des générations après 2010 où des voitures sont beaucoup plus aérodynamiques, beaucoup plus plates. T'as un peu moins l'effet canopy, tu vois, Ouais, ouais, où bien tu as sûr. l'impression un peu d'être plus engoncé dans la voiture sur les modernes. Elles ont quoi. pris aussi en largeur, surtout avec le temps, parce que Elles sont beaucoup plus le côté grosses. sac à dos, elles l'ont toujours eu, mais elles sont vraiment très larges. Elles sont beaucoup plus 911. grosses, ouais, exactement. Là, tu sais la longueur de la voiture ou... Je crois que c'est 4,40 m, il me semble. Ouais, c'est la taille d'une Mercedes classe A, Ouais. d'une compacte en fait d'aujourd'hui. On s'en Exactement. rend pas compte alors que c'est une voiture très sportive. Non, ouais, complètement. Là aussi, il y a la petite Ouais. broderie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est différent, maman? Je Alors- vais m'asseoir. La spécificité de toutes les GT3, c'est qu'elles ont les aiguilles qui sont orange sur le compteur. Ok. Pareil, c'était pour rappeler un peu la Carrera GT qui avait des aiguilles jaunes à l'époque. On a tout ce qui est Alcantara. Donc bon, la mienne était une commande spéciale, donc elle a beaucoup d'options. Normalement, les GT3 ont un tableau de bord en plastique. Celle-ci, elle a surpiqûre, le cuir étendu avec les surpiqûres, du carbone. T'es content d'avoir ça parce que franchement, ça C'est très finit beau, ouais. bien. Ouais, c'est très joli. Il y a le ciel de tour en Alcantara. Voilà, il y a beaucoup de pièces qui sont assez spécifiques au RS, la console centrale en carbone. Voilà, donc c'est
Et on est bien assis, on bouge plus. On là. est bien Putain, assis, je on suis mis bouge dedans, je vais devoir ressortir, mettre la caméra, j'ai plus envie de bouger. C'est ma première Porsche. Les gens pensent que c'est vraiment une voiture qui est fiable. Donc on entend souvent les Porsches qui disent moi j'ai acheté une Porsche pour être tranquille. Moi j'ai pas vraiment vécu cette expérience. Donc ces générations ont quand même 2-3 petits soucis qu'il faut s'en occuper. Par exemple, toutes les Boxster et les 980 et les 911 des années du coup 98 jusqu'à à peu près 2010 ont des câbles avec le bout du câble est en plastique. Donc ça peut sauter et casser. Donc moi le mien a sauté sur le périph' une fois. Wow. Il y a autre chose à voir sur les moteurs Mesgar du coup de ce type-là, les durites sont collés sur le bloc. Donc au début ça fonctionne extrêmement bien, mais avec le temps, les cycles de chauffe, les durites peuvent devenir un peu sèches et les durites peuvent sauter. Donc moi pareil, j'ai une fois une durite qui a sauté, donc j'ai tout le liquide de refroidissement qui est tombé par terre. Et donc voilà, donc il faut quand même, c'est des voitures qui sont assez fiables et robustes quand elles sont bien entretenues. Celle-là est bien entretenue, mais avec l'âge de temps en temps, on peut avoir des petites faiblesses qui apparaissent. Voilà, c'est pareil, là je suis venu, j'ai mon démarreur qui est un petit peu faiblard. Parce que tu disais le démarreur, c'est un peu comme le moteur, en termes d'ingénierie, il est très vieux quoi. J'ai regardé du coup pour le commander et je vois qu'en fait il n'y a qu'une référence Bosch pour toutes les 911 de 1989 jusqu'à 2010. Et je me dis c'est bizarre quand même. Et en fait c'est vrai que sur le bloc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a écrit 964, c'est un bloc de 964 et le démarreur est le même démarreur qu'une 964 de 250 chevaux à l'époque. Sauf que maintenant le moteur, sur celle-ci, fait 450 chevaux avec beaucoup de compression, donc il y a un moment où le démarreur, il en a un petit peu marre après quelques années. Donc il y a des pièces qui deviennent un peu plus fusibles que sur d'autres autos. Avant de faire notre petit tour, parce que c'est quand même super intéressant pour quelqu'un qui sera intéressé sur ces 911 de ces années-là, tu dois aller forcément chez Porsche ou l'un dans l'autre, tu arrives un peu à te démerder pour… Non, moi je vais pas chez Porsche parce que je trouve qu'il y a des spécialistes qui sont un petit peu plus calés, qui sont plus passionnés. En fait, ça c'est vraiment une voiture de passionnés et je pense qu'il y a des spécialistes qui vont mieux s'occuper de votre voiture, qui vont mieux comprendre les problématiques qui sont liées à cette voiture-là. Donc moi j'éviterais d'aller chez Porsche, surtout que le prix des pièces chez Porsche c'est extrêmement cher et de temps en temps ça n'a pas forcément de justification. Pour donner un exemple, ce démarreur-là, quand j'ai appelé Porsche, ils m'ont dit que c'était une pièce à 2200 €. Sur Oscaro, il est à 350 €. Donc, et c'est la même pièce. Donc, c'est la même référence Bosch, tout est pareil. Donc voilà, moi je pense qu'on commence à arriver sur un âge de ces voitures qui vont vraiment chez des spécialistes passionnés. Il faut aller hors réseau, en tout cas sur des passionnés. Il faut aller hors réseau, je pense qu'il faut aller. Et il y a plein de spécialistes en France qui sont en réseau et qui connaissent très très bien ces voitures-là. Donc, Bon, on croise les doigts pour le démarreur, on va faire notre petit tour. Ouais, exactement. C'est parti. Elle a démarré du premier coup, elle est gentille. Alors, c'est drôle, tout de suite, au niveau du bruit, c'est très spécifique et ça gratte un peu, c'est quoi du coup Ah oui, alors du coup, sur toutes les RS, donc, tu as un volant moteur simple masse. Donc le volant moteur simple masse, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un disque qui tourne, alors que sur les GT3 normales, tu as un volant moteur bimasse. Donc ça fait vraiment un bruit de voiture de course, on a l'impression qu'il y a des boulons qui sont totalement, ça gratte, je sais pas si on va l'entendre avec les micros, mais c'est la première chose quand tu te mets dedans. C'est vraiment la première chose qu'on entend, où ça fait un bruit vraiment très présent. Toi tu le savais la première fois que tu l'as essayé? Tu t'es pas dit un problème ou… Non, je le savais, j'en avais déjà essayé d'autres avant. J'avais beaucoup potassé, on m'avait vraiment expliqué donc voilà, que c'était une voiture assez hard quand même, donc il fallait être prêt. Mais c'est une modif que j'aime beaucoup, parce que le moteur est vraiment exceptionnel, prend des tours, et ça l'aide aussi à prendre des tours, ça allège tout ce qui est en biellage, etc. Et donc ça améliore vraiment le comportement. Tu me disais maintenant, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui te demandent plein de choses sur la voiture, tu es devenu un peu le spécialiste. Ouais, j'ai pas mal de demandes, j'ai l'impression que tout ce qui est GT3 en 96 et 97, donc les générations, sont devenues vraiment la cote. Et pour moi, il y a vraiment un aspect aussi générationnel, c'est les voitures dont rêvaient un petit peu les gens qui ont 30-40 ans, donc c'est le moment où elles commencent un peu à prendre de la valeur. Et puis sur route, je trouve que c'est vraiment un plaisir immense comme voiture. C'est-à-dire que les générations plus récentes, j'en ai essayé, je trouve que c'est devenu un peu plus aseptisé, c'est devenu un peu moins de toucher de volant, un petit peu moins de toucher de pédale. Et j'aime beaucoup cette génération qui est vraiment utilisable sur route et on prend du plaisir même à basse vitesse. C'est ça qui est assez agréable. Ça chante. Ce qui est fou, et ça me fait ça à chaque fois que je suis dans une 911 ou que j'ai pu conduire une 911, c'est que même là, alors qu'elle est vraiment dans une version très radicale,
c'est pas inconfortable. Non, Je non, trouve c'est ça pas incroyable. incroyable. C'est une voiture qui est. Alors, on a deux modes. On a un mode normal ou un mode sport et qui raffermit les suspensions. Mais même sur ce mode-là, c'est vraiment, c'est pas inutilisable, quoi. Il y a pas mal d'utilisateurs. C'est le principe aussi de se dire qu'une GT3, c'était fait pour être utilisé un peu en semaine, aller au circuit et revenir du circuit. C'était vraiment revenir au le circuit principe. avec et pas qu'elle soit tractée ou un truc. Exactement, exactement. C'était le principe, quoi. Donc. Ça marche très fort. Ouais, ça marche assez fort. C'est une bonne auto. Et moi, c'était un de mes rêves. C'est marrant parce que la manière dont je l'ai acheté, je suis tombé sur un propriétaire qui l'a acheté neuve et qui l'avait configuré avec des pièces spéciales. Donc lui, il voulait pas la couleur orange à l'époque, la couleur rouge de l'extérieur, et il a demandé du coup une configuration spéciale à Porsche, une configuration orange. Donc j'ai eu l'arceau qui est orange, les jantes qui sont orange, les autocollants orange. Donc c'est une version qui est unique au monde. Et ce propriétaire, donc Serge, s'il regarde la vidéo, que je salue, était vraiment extrêmement gentleman avec moi. C'est que je suis allé voir la voiture qui était en Savoie. Et on a beaucoup discuté, on s'est bien entendu. Je lui ai dit que c'était un de mes rêves, que je lisais les sports auto à l'époque et que je me suis dit qu'un jour j'aurais cette auto. Et il me l'a gardé de côté. Il y a même quelqu'un qui a proposé plus d'argent à l'époque, juste avant que je lui fasse le virement. Il m'a dit non, j'ai un jeune qui est venu, c'est son rêve, je lui ai gardé pour lui. Donc voilà, et il a été extrêmement courtois. Et je lui envoie toujours des messages de temps en temps. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai la voiture, donc on discute régulièrement. Et pour avoir un ordre d'idée sur cette version, c'est quoi un peu la fourchette là si quelqu'un va en acheter une en 2024? Alors sur cette version, la RS 388, c'est vraiment une des plus recherchées parce que c'est celle qui a le plus d'améliorations, que ce soit, il y a une boîte un petit peu plus courte, le moteur retravaillé. Ça, on parle d'une voiture entre 170 et 200 000 euros. Selon le kilométrage, bien sûr, parce que bon, les acheteurs de Porsche sont très axés sur le kilométrage. Donc moi, j'ai acheté une voiture volontairement avec des kilomètres, ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien une voiture qui soit mécaniquement parfaite, mais qui soit pas parfaite cosmétiquement pour pouvoir la prendre, l'utiliser, pas avoir peur de partir en week-end avec et pas avoir peur de faire de la distance. Donc voilà, moi j'aime l'utiliser. Après, c'est des voitures qui sont assez rares quand même parce que maintenant elles sont rentrées dans pas mal de collections et les gens se rendent compte que voilà, c'est un vrai classique et ils commencent de plus en plus à un peu les coffrer, à plus trop les sortir ou à se dire voilà, je le garde pour plus tard parce que on va pas en refaire vraiment des comme ça avant quelques temps. C'est fou le bruit là qu'elle fait. Je sais pas si vous l'entendez. Le volant moteur. Ouais. Ah, c'est vraiment incroyable. S'il y en a qui veulent poser des questions, ils peuvent aller sur ton Instagram. Ils peuvent aller sur mon Instagram, exactement, avec plaisir, donc Adrien avec un H, -LF. Et voilà, je réponds en général à tout le monde qui m'envoie des questions. J'essaye, de temps en temps, j'ai pas mal de messages, mais voilà, sur cette génération, c'est vrai que comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas mal de questions. Et pour moi, c'est une voiture très intéressante qui va avoir un bon potentiel dans le futur et un vrai compromis route, plaisir qui est très fort. Bon bah écoute Adrien, on se revoit peut-être dans 2 ou 3 ans parce que comme dit au début de la vidéo, on a fait beaucoup de choses déjà ensemble. C'est vrai. Et t'as d'autres voitures qui sont très sympas, dont certaines qui plaisent beaucoup à Renault. J'ai pas posé la question, parce que je le vois ici là pour finir, la question de la consommation. Ah, j'aime beaucoup la consommation comme toi, je regarde tout le temps tes vidéos sur la conso. Je peux poser la question. Ah non, j'adore ça, j'adore les consos. Alors si je suis stabilisé sur autoroute à 130, t'es à 12-13. Si tu commences à ressouiller un petit peu, on est dans les 25. Ok, d'accord. Voilà. Mais en stable, tu arrives à être vers les 12, 13? Franchement, sur autoroute, la dernière fois, j'ai fait un trajet de 300 km avec ma femme. J'étais à 12, 13, à 130 régulateur. Donc, okay. Ce qui est plutôt correct, parce que c'est quand même un moteur, comme on disait, qui est assez vieux en fait en génération. Tu vois. Fou, donc voilà. Je te laisse faire ton demi-tour pour te remettre. On va prendre quelques photos et je vais faire ma petite conclusion. Merci beaucoup en tout cas, Adrien. Avec plaisir. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. On se revoit dans 2-3 ans. Avec plaisir. Merci Julien. Bon, abonnez-vous aussi à POA. Que vous avez une 911 ou n'importe quelle voiture, même une électrique, une petite voiture, même un retour d'expérience, envoyez-nous un petit mail à petiteobservation automobile tout attaché avec des s @gmail.com et puis on vous répondra et on vous appellera pour faire votre voiture. À très bientôt, ciao.